reçu également un message, vous voyez le plus 7925, c'est la Russie justement. Bonjour Jean-Jacques Zé, je suis ex-militaire contractuel en Russie. On dit militaire contractuel, c'est-à-dire que vous avez signé votre contrat là-bas, vous n'êtes pas à la base militaire au Cameroun. Aucun homme n'est obligé d'intégrer l'armée. Et la formation ne dure pas 3 mois, mais 20 jours. Et quand on vous enrôle, vous êtes censé être étudiant, on vous prend en 20 jours, on vous forme et puis on vous envoie au front. Et si une fois arrivé sur le territoire, tu as le choix d'intégrer l'armée ou de rentrer, en vérité, les gens qui signent le contrat après courent derrière les 5 millions de roubles de primes qui sont promis après le contrat. Pour plus d'informations, je vous donnerai sans problème. Et il nous a envoyé justement un voice qu'on va essayer d'écouter pour être un peu plus mieux pour être fixé. Quand vous entrez dans l'armée russe, le salaire est de 5 500 000 roubles l'année, l'équivalent de pratiquement 40 millions de francs CFA. Oui. Et quand ils arrivent, ceux qui viennent, généralement, on propose ça à tout le monde. Quand vous arrivez en Russie, il y a des affiches de ça partout. Il y a des affiches qui veulent entrer dans l'armée, viennent dans tel bureau signer son contrat. Et la formation, c'est 20 jours de formation. Ce que vous avez dit sur votre émission 33 mois, là, c'est faux. C'est faux, c'est 20 jours de formation. Et après, on vous envoie au front. Et ne pensez pas que ces militaires meurent des armes des humains, non. C'est qu'ils partent dans les bases militaires proches de la frontière ukrainienne. Et quand il y a des attaques de drones, c'est là où ils sont tués. Donc quand vous entendez par exemple qu'il y a des portiers disparus, c'est que parfois c'est parce que tellement la bombe a été vraiment terrible qu'on n'a pas pu retrouver le corps. C'est pour ça qu'on parle de portiers disparus, parce qu'on n'a pas pu retrouver le corps, parce que le corps est complètement émietté et irreconnaissable. Donc voilà la vérité par rapport à l'armée en Russie. Alors, on voit comment ce chemin est très compliqué. El Hadj, c'est compliqué, les Camerounais partent ici, on leur dit qu'ils viennent pour des bourses, ils arrivent et puis se retrouvent dans l'armée, 20 jours de formation seulement, on vous envoie au front, on vous promet 5 millions de roubles par an, dont environ 40 millions de francs CFA, 20 jours de formation et vous vous retrouvez en première ligne. Je vais écouter M. tout à l'heure. Parce que le véritable problème, on ne peut pas exempter l'État, la responsabilité de l'État. Parce que c'est ce que nous faisons dans la plupart des plateaux de télévision. Chacun sait pourquoi il le fait. La responsabilité première d'un pays, c'est de protéger ses citoyens. M. Mbogou l'a dit, il y a un problème de manque de communication, de sensibilisation. Des deux, il y a le problème de la jeunesse qui se pose au Cameroun, ne cachons pas. Et ce problème de cul qu'on la compare, ce n'est pas seulement au Cameroun. Parce qu'on fait comme si c'est un problème du Cameroun. Non. Tous les pays d'Afrique sont confrontés à ce problème. Oui. Moi, je suis à Oussa. Au Nigeria même, des problèmes qui se posent. Ici, au Tchad, partout, c'est un problème africain. Parce que les Africains, la jeunesse africaine a abandonné à elle-même. Dès que quelqu'un comprend comme ça, 40 millions. Tu peux imaginer. Parce que tous ces gens qui vont là, ça avait la complicité au départ de la famille. Oui, il y a des familles qui viennent aujourd'hui appeler le secours de l'État. Ça avait la complicité. Il y a des familles qu'on avait vendues maisons, champs et tout. Une famille responsable qui réunit, prenons seulement même 2 millions à 1 million, qui donne à un enfant prendre la route, va prendre la pyro, ou soit va vivre au Nigeria. Après, quand il y a un incident là-bas ou en Russie, on est d'accord? Que pensez-vous? Dès qu'il y a un incident là-bas, ils accusent l'État, que l'État ne s'occupe pas. Oui, l'État a sa responsabilité endogène. Ici, chez nous, nous avons à l'interne un problème. Et si vous engagez, n'est-ce pas, un enfant à partir, prenez quand même le temps de vous renseigner. Si on parle de bourse, vous devez partir au ministère de l'enseignement supérieur pour savoir si c'est une bourse. C'est très important que les familles, si vous envoyez un enfant, demandez-lui dès qu'il atterrit dans ce pays qu'il a l'ambassade. Tout simplement. On t'enregistre. On sait que tu es là et c'est telle personne qui t'a fait venir. Voilà. Ça, c'est un problème de sensibilisation. Mais quand tu pars directement, on va te loger dans un sous-quartier, dans une chambre avec maté là. Vous êtes là, 5-10,
Tu ne te poses même pas la question. Comment moi qu'on a fait venir pour tel travail de 40 millions, on m'a mis loger dans un sous-quartier sur le matelas. Je reste là à manger le bout de pain. Parce que c'est comme ça qu'on est tout. Oui. Donc, je dis la responsabilité première, il y a d'abord la sensibilisation. Ce n'est pas un problème du Cameroun. Penser qu'on les recrute pour, je ne sais pas quoi, venir faire le terrorisme ici et tout. Non. Il y a un problème de la jeunesse qu'il faut d'abord régler. Et quand il y a un cas comme ça, parce que c'est triste de savoir, nous avons une guerre ici à côté de nous, qui dure 10 ans, le Nozo. Tu apprends qu'un Camerounais est parti d'ici pour aller faire la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça ne s'explique même pas. Ça ne s'explique même pas. Tu ne connais rien de nous. La langue, tu ne parles pas. La langue, tu ne sais pas. On te forme en 20 jours. En 20 jours. On te donne un calache avec le... Non. Que les familles... Et on t'envoie en première ligne. Oui, que les familles se responsent, qu'ils sachent que la vie... Sauf que quand ces gens arrivent là-bas, ils envoient un peu d'argent à la famille. C'est connu. On ne demande pas comment il a fait pour avoir si rapidement de l'argent. C'est connu de tout le monde. Il s'est battu dans mon quartier. Mon fils est en Russie. Voilà. Mais dès qu'il y a un cas, il demande, n'est-ce pas, à l'État de faire aller. Mais parfois, sur ce terrain des responsabilités, le docteur a parlé de la sensibilisation qui manque. Et là, nous avons fait au moins 6 émissions sur le CUNET. On a eu l'impression qu'on prêchait au désert parce qu'on n'a pas eu une réaction des pouvoirs publics pour montrer qu'on a pris à bras le corps. Nous avons eu des témoignages en direct du Nigeria, des gens qui appellent même des cachettes. Pour dire que vraiment on ne peut pas dévoiler là où nous sommes. Mais même nous appeler ici à la télé pour nous demander quelques contacts, jusqu'à présent on n'a pas. Et le terrain des responsabilités mérite d'être interrogé quand même. On n'est jamais mieux que chez soi. Ouais. Le Cameroun n'est peut-être pas le paradis, mais le Cameroun c'est notre pays. Il faut savoir rester chez soi et aller ailleurs uniquement pour aller compléter ce qu'on a l'impression de ne pas avoir chez soi. Mais que tu as également envie de rester chez soi. Dans les meilleures conditions, oui. Dans les meilleures conditions de cette capacitation personnelle, individuelle, qui peut être utile à la fois à vous-même, mais aussi à votre famille et à la société camerounaise tout entière. L'idée selon laquelle l'herbe est toujours plus verte chez le voisin est une idée aujourd'hui qui phagocyte en réalité le mental des jeunes et leur engagement citoyen et féminise à la longue leur détermination à pouvoir se structurer dans un environnement comme le nôtre, le Cameroun. Tout commence par des discours que l'on tient dans nos familles, dans nos maisons, pour jeter une bonne dose de poison qui pénètre dans la psychologie des jeunes et qui finalement leur fait croire en réalité que c'est mieux ailleurs. J'avais réussi cet exploit-là de partir avec un jeune du Cameroun jusqu'en Inde, où je suis allé, je l'ai amené effectivement pour qu'il essaye de voir et de comprendre que les paradigmes qu'on vous présente, et dans les réseaux sociaux, et dans les autres milieux de concentration intellectuelle et psychologique, ne sont pas toujours réels et n'apportent pas toujours des solutions escomptées à nos difficultés. On est arrivé là-bas, effectivement, nous avons trouvé une jeunesse africaine qui était partie même d'Afrique pour aller en Inde, soi-disant aller se capaciter en technologie. C'est là-bas qu'il y a les meilleures écoles de technologie pour devenir de grands ingénieurs qui vont fabriquer des drones, de ceci. Mais finalement, quand cela n'était pas devenu des intermédiaires pour aider aux petits métiers des Africains qui partent là-bas, ils étaient pratiquement dans des cercles de drogue et ainsi de suite. Et alors, parfois, c'était des enfants de très hautes personnalités des pays africains, c'est-à-dire que des parents qui avaient été membres du gouvernement et autres. D'accord. Alors, je suis revenu avec cet enfant au Cameroun et je lui ai posé la question de savoir, as-tu donc l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin? Et il me dit non. Je pense que je vais mieux m'organiser à partir d'ici, même comme ce n'est pas évident. Ne disons pas que c'est évident. Alors, le phénomène... Ici, si vous voulez établir la matrice de responsabilité, je voudrais dire que les Camerounais sont tellement intelligents que je me refuse à l'idée de penser que la principale motivation qui les engage à ce type d'action périlleuse, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment informés soit des opportunités dans leur pays,
ou alors ils ont été trompés de ce qu'ils allaient faire ailleurs, ils ont été dupés. Je pense mais concernant les opportunités dans notre pays, ce n'est pas les informations les plus accessibles. Hein. Je ne sais pas de quelle accessibilité voulez-vous. Alors si vous interrogez le ministère de l'Agriculture maintenant, qui sait combien de projets et de programmes sont logés au MINADER avec des financements nationaux et internationaux? Quel jeune est au courant? Quelle initiative de communication a été prise par ces ministères dans lesquels sont logées ces possibilités-là et les jeunes sont informés? Vous qui êtes journaliste, brillant journaliste, vous savez très bien que tous ces ministères sont dotés de cellules de communication. Ben, on sait comment ça marche sur la communication. On sait comment ça marche sur la communication. Si c'est ça, le seul qu'on peut communiquer pour aller dans le poste national. Dans ce sens-là. Et aussi, je voudrais rappeler que ce sont des services publics qui sont ouverts à tout le monde. Je constate même que le ministre de l'Agriculture ne reste même plus dans son bureau. Je crois qu'il fait le tour du Cameroun, dans des forêts, ainsi de suite, pour sensibiliser. Là n'est pas la grande question. La grande question est de savoir ici si la jeunesse a encore confiance dans son pays, dans les institutions. Et vous répondez comment? Dans les politiques. A-t-elle encore confiance? Je pense qu'il y a des risques de manipulation de l'information à un certain niveau qui vient justement handicaper la possibilité du jeune à croire dans son pays, Alors il faut dire, Jean-Jacques, parlant des responsabilités, puisque vous m'avez interpellé sur les responsabilités, je dirais que les responsabilités peuvent, dans une certaine mesure, être partagées, parce que tous les Camerounais qui quittent le Cameroun savent très bien comment ils veulent quitter le Cameroun pour arriver là où ils veulent arriver. Ils savent très bien ce qui se passe là où ils arrivent là-bas quand ça se passe. Pas forcément. Non, vraiment, au XXIe siècle aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce que nous suivons, aucun Camerounais n'ignore que ce que je suis en train d'aller faire n'est pas sur une voie normale. Mais je veux tricher pour espérer m'en sortir plus tard. Ah, c'est des tricheurs. Voilà. Je veux tricher pour espérer m'en sortir plus tard. C'est pas grave, là. Oui, non, mais la plupart, ils vont avec cette mentalité. La diaspora nous regarde, on ne peut pas laisser dire ça. Non, beaucoup y vont dans des voies tortueuses, sachant très bien que ce sont des voies tortueuses. J'ai envie de dire, monsieur le maire, écoutez, nous n'avons pas dit indexer la diaspora dans sa globalité. Il s'agit de... Vraiment, il faut faire très attention. Et c'est cette forme de manipulation qui n'est pas bien. Je vous dis, aujourd'hui, nous comptons des morts. Il est question de sensibiliser la jeunesse sur les risques et les véritables risques et de ne pas présenter le Cameroun comme étant l'enfer. Jusque là, nous avons une responsabilité citoyenne qui est telle que la diaspora à laquelle vous faites allusion, il y a une diaspora qui s'en sort effectivement à l'extérieur. Oui, il y en a. Il y a une diaspora qui s'en sort. Mais je veux vous dire, 80% de la diaspora ne s'en sort pas. C'est difficile. Mais non, il faut dire la vérité. 80% sont livrés à des petits métiers. Sont livrés à des petits métiers, à des jobs, comme on les appelle. Mais l'apport de cette diaspora au Cameroun, dans des familles, est non négligeable. Mais nous disons tout simplement qu'il est temps de dire la vérité à la jeunesse et ne pas tout le temps incriminer les pouvoirs publics. Parce que, Jean-Jacques, je vais chuter par là pour dire que, parlant des bourses, par exemple, au ministère de l'Enseignement supérieur, il ne se passe 2 semaines sans qu'on ait affiché des opportunités de bourse. Ça circule même dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez donc laisser ces opportunités, que ce soit au ministère de l'Enseignement supérieur ou même au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour aller chercher des bourses à travers Internet de vous-même? Il y a un problème. Le problème parfois c'est parce que nous ne remplissons pas les conditions qui nous permettent d'avoir accès à des bourses de façon régulière. On est donc obligé, se retrouvant dans une situation soi-disant entre guillemets de désespoir, de cricher. Je pèse bien mon mot. D'accord, et en crichant, on est obligé de convoquer d'autres solutions pour pouvoir accéder à ces solutions-là. Question-là, merci. On a reçu des témoignages. Un de ces jeunes Camerounais qui est sur la liste des décédés, parce que c'est les familles qui ont alerté, et c'est à travers ces familles-là que la liste de 16 est connue aujourd'hui. Lui travaillait ici au Cameroun, il a pu payer son billet d'avion, ainsi de suite. Nous rappelons également qu'on a bien reçu les photos qui sont venues de Côte d'Ivoire et qui nous proposaient les images
des Camerounais recruteurs pour le QNet. On s'est refusé de les publier ce soir en attendant de consulter notre conseil juridique pour savoir si on n'a pas de problème si on publie les photos de ceux-là qui sont identifiés comme des recruteurs de leurs frères camerounais et qui les envoient en pâture pratiquement du côté du Nigeria. Et pour ce qui est de la Russie, il y a des déserteurs de l'armée qui s'y retrouvent. Ça aussi, c'est une réalité. Et pour éviter toute confusion, puisqu'on a vu le ministère de la Défense en Russie il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il y aurait eu des accords ou pas, accords militaires, est-ce qu'il y a un contingent camerounais en Russie? L'information est claire, il n'y a pas un contingent officiel du Cameroun qui est allé en Russie. C'est des déserteurs qui ont appris également qu'on peut gagner 40 millions l'année de ce côté avec un appartement, parce que la liste des avantages est proposée à tous ceux qui vont. On va te donner la nationalité d'abord, et puis tu auras un appartement, tu auras ci ou ça, c'est connu, la liste. Donc quand ils vont, ils imaginent ce qu'ils vont gagner. On a essayé de chercher la bonne information auprès des responsables de la défense. On n'a peut-être pas eu, mais on a pu obtenir quelques éléments de l'ancien chef de division de la communication du ministère de la Défense, le colonel à la retraite Didier Badiek, qui nous précise un peu de quoi il s'agit quand on dit qu'il y a des déserteurs de l'armée camerounaise qui se retrouvent en Russie. Je vous propose d'écouter. Je voulais dire qu'il n'y a pas dans la coopération de défense avec la Russie un article ou bien un aménagement qui précise que un contingent militaire de front peut s'engager auprès de la Russie. C'est deux armées qui sont totalement dissymétriques en termes de capacité. Donc les accords de coopération vont plutôt vers les informations à partager dans un cadre précis, la coopération au niveau de la formation et au niveau du matériel. C'est ainsi que c'est basé. C'est une coopération de défense qui est très saine. Donc maintenant, il y a cette grande évasion de Camerounais qui partent là-bas. Il faudrait déjà que vous compreniez que c'est pas forcément des militaires, et a priori c'est pas des militaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu de désertion, il y a très peu de déserteurs qui partent là-bas. C'est-à-dire qu'on leur fait miroboler des moyens financiers importants, et puis ils y vont. Et les préparations sont très très rapides. Ce sont des préparations de la chair à canon qu'on envoie. Aujourd'hui, la Russie a pratiquement perdu la guerre sur ses points de contact au niveau des oblasts qu'ils avaient conquis. Et il y a un renversement de situation significatif. Et ce qui fait que les militaires d'élite de l'armée russe se sont retirés à l'intérieur pour défendre fermement, ça je te le dis à toi, hein, pour défendre fermement le territoire national russe. Mais tout ce qui constitue les têtes de pont pour pouvoir les tenir, et surtout en hiver là où ça a été très difficile, eh bien ils envoient soit des prisonniers, soit des étrangers qui sont attirés par l'appât du gain. Et puis c'est eux, c'est de la chair à canon. Donc ils sont formés en combien de temps? Ils sont formés en 3 semaines. Comment on exécute un ordre, comment on tire avec une arme automatique. Et en fait, ce sont des soldats de présence. Parce que l'infanterie, par définition, est une armée d'occupation. Vous pouvez avoir conquis un territoire, si vous n'avez pas placé des militaires là qui occupent le territoire, qui marquent leur présence, qui marquent leur souveraineté, vous n'avez rien fait. Donc c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui. Je vais vous signaler que la Russie a perdu dans cette guerre-là à peu près 1 200 000 soldats. Et que l'Ukraine en a perdu dans les 600 000, soit la moitié. Donc il faut avoir les bonnes informations. Ça nous préoccupe parce que c'est les Camerounais. Mais dans l'armée camerounaise, il n'y a pas cette velléité, il n'y a aucune collaboration. Les seuls contingents que le Cameroun met à profit au niveau de la défense, c'est les forces de maintien de la paix. Voilà, c'est donc tout ce qu'on peut dire là-dessus. Ça nous préoccupe parce que c'est l'identité, c'est des militaires, c'est des Camerounais qui même, c'est pas des militaires camerounais. Voilà donc qui est clair, Monsieur le Président, vous avez suivi pratiquement tout le monde.
et ces témoignages sur le terrain, des Camerounais en Russie, des Camerounais en France, qui nous envoient également des messages, mais sur le terrain de la responsabilité, depuis que cette information est connue, on a eu que ce communiqué du ministère des Relations extérieures appelant les familles à se reprocher des services d'une direction compétente au Minirex pour avoir des informations sur la liste qui a été publiée et que vous pouvez avoir à l'écran. Est-ce que face à la gravité d'une situation comme celle-là, ce n'est pas peu, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à une bonne communication, une conférence de presse pour situer quand même les Camerounais sur cette affaire? Au-delà de la conférence de presse, Jean-Jacques, les Camerounais font face, les Africains, parce que c'est un problème Africain qui relève. Ça va même au-delà, hein. On nous a signalé qu'il y a des Américains du Sud qui sont également enrôlés dans cette affaire-là. C'est vrai, effectivement. Voilà. Oui. Donc on a un problème qui est assez complexe en Afrique. Et nous voyons tous les jours que les jeunes, au-delà de ceux-là qui sont allés se faire enrôler dans l'armée russe, nous avons des jeunes qui meurent tous les jours en Méditerranée. Et tous ces jeunes-là vont croire qu'il y a le droit ailleurs. Et donc je crois qu'il faut, c'est un problème qu'il faut régler à la base d'abord. Il faut trouver des solutions. Et si on trouve des solutions à ces jeunes-là, il faut des emplois, il faut créer les conditions locales d'attractivité. Voilà. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? C'est ça. Au-delà de ces jeunes-là, on a des cas de médecins, par exemple. Tous les médecins vont en Europe, parce que là-bas, ils ont des salaires. Ici, quels salaires ont-ils ici? Voilà. Donc c'est un problème qui a un rapport avec les conditions sociales de vie au Cameroun. Donc tous ces jeunes-là, il faut leur trouver du travail. Beaucoup sortent des écoles, ils se retrouvent sur des mototaxis. Beaucoup sortent des écoles, ils se retrouvent... il faut des emplois. À la débrouillardise. Voilà, à la débrouillardise. Voilà. Donc il faut ici, je crois, un pouvoir d'achat qui peut permettre aux Camerounais de rester sur place. Il faut leur donner un médecin, par exemple, il gagne combien un médecin au Cameroun? Un médecin gagne peut-être 200 000 ou 250 000 francs. Et ce médecin-là, lorsqu'il a une opportunité de pouvoir avoir en France 5 000 euros tous les mois, qu'il ait un visa ou pas, il va forcément trouver un réseau. Maintenant, s'il a la chance, à travers ce réseau qu'il va trouver, en passant par le Nigeria, et il va se retrouver forcément en Méditerranée, 3, 4, 5 sur 10 vont rester, mais d'autres vont passer. Et parmi lesquels il y aura ce médecin qui forcément va trouver le bonheur là-bas. Donc je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler en Afrique d'abord. Comment faire en sorte que ces jeunes restent chez eux au Cameroun. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème d'emploi. D'accord. Mais comment tuer ce mythe de l'herbe fraîche qui n'est que ailleurs, sur le proviseur? Comment tuer cela? Ben, écoutez, je note que nous avons pris le risque de distribuer les responsabilités. Il faut commencer par la responsabilité collective, qui est au niveau de l'imagerie, au niveau de la conception, au niveau de la psychologie. Nous tous, et là c'est l'élite, l'élite n'enseigne pas. L'élite lave les vestes à Paris, l'élite prend les congés à Paris, à Washington, etc. Donc ça laisse laisse que le paradis est hors de chez nous, de Kribi, hors de Yaoundé, hors de Douala. Que l'élite enseigne ce qui a été laissé par le programme de déportation. J'aime dire des choses qui fâchent. Mais qui sont réelles. Oui, qui sont réelles. Vous devez savoir que la maladie qui nous concerne sur le plan collectif, c'est la maladie de la déportation, dont le seul instrument juridique est la Dum Diversa, c'est-à-dire un pape, le 209e pape de l'Église catholique, avait estimé qu'il faut déporter les Africains parce qu'ils sont laids et costauds pour aller transformer, pour aller faire l'agriculture, pour aller transformer la face américaine. Tous les métiers difficiles. Il s'appelait Tommaso Parentuselli. Le nom d'église c'est Nicolas V. Et donc le nègre vit collectivement avec le complexe d'infériorité. Il est convaincu que le blanc est supérieur à lui.
Même dans mon village, vous entendrez, je mange comme un blanc. Je parle comme un blanc. Je whiteise. Donc nous sommes malades collectivement. Nous sommes convaincus que le Cameroun, c'est l'enfer. Ça, c'est sur le plan psychologique. C'est l'enfer. Vous allez entendre que le ministère 250 000, c'est trop peu. Il faut donc prendre les risques, tous les risques, pour aller mériter 1 million au paradis. Et il faut bien qu'on éduque les nouvelles générations. Toute la génération de cette élite, nous qui sommes allés à l'école, nous sommes un danger pour cette populace. On leur dit que porter la bonne veste, laver cette veste à Paris, aller étudier en Europe, etc. C'est ce qui est resté. C'est pour ça que j'enseigne qu'il faut les nouveaux rudiments de nos théories pour mettre en place l'école africaine. C'est pour ça que je vous dis, soyons patriotiques, nationalistes, souverainistes. Réveillons-nous. C'est lorsque les gens sont allés pour la France libre, quand ils sont rentrés, ceux qui sont rentrés, beaucoup sont morts. Ceux qui sont rentrés se sont rendus compte non. Le blanc est vulnérable, qu'il n'y a pas de paradis là-bas. Donc je suis froid. Nos frères et sœurs qui vont mourir en Russie là, ceux qui vont rentrer auront un autre message. Ils auront un message d'il qui fait très froid en Russie, dont la nature agresse l'humain. Ils auront un message tel que on nous a esclavagisés. Et quand ils auront ce message, ils seront amers. Ils pousseront les pouvoirs publics de réinterroger la pertinence des agences, les nouveaux comptoirs d'esclavage qui sont ici. Il y a des gens qui sont là. Ils travaillent de l'argent. Mais c'est vu. Comme on est. C'est pour ça que j'ai parlé de publicité qui passe dans les visas. Oui, Jacques. Je vous l'avais dit à Douala. Le petit pays, c'est quoi? Le petit pays, c'est la qualité de l'élite. On ne peut pas être dans un pays normal comme celui-ci. Un pays qui va être le poteau central des États-Unis d'Afrique. Et on laisse des gens installés. Ils travaillent de l'argent au quotidien pour expédier les esclaves au Canada tous les jours. On ne les interroge pas. Je ne suis même pas sûr qui paye les impôts. Les comptoirs d'immigration qui sont là. C'est exactement les comptoirs d'esclavagisme instaurés par la Dundi Wersa en 1492. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc l'esclavage des temps modernes. C'est deux dimensions. L'esclavage physique, les voilà qui vont mourir, et l'esclavage spirituel. On nous tient, nous sommes malmenés, nous sommes les petites élites. Et l'élite, c'est là où je suis d'accord avec vous, que les pouvoirs publics devraient diffuser les messages de civilisation africaine. Nous devons nous réveiller pour dire aux jeunes, mais attendez, Jean-Jacques, mais vous avez l'information, en un an, plus de 3250 professeurs de lycée, il n'y a pas A3 sur terre. Les professeurs de lycée sortent en A2. Peut-être ils n'ont pas beaucoup d'argent, comme on dit. Mais vous imaginez que vous êtes professeur, vous êtes en A2, catégorie A2 dans votre pays. Mais vous irez laver les assiettes et les cadavres au Canada. Bon, peut-être certains ont, vous avez dit la diaspora, certains ont les bons emplois là-bas, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. 3000 formés au Cameroun traversent tous les jours. Les pouvoirs publics, on laisse. Il y a les comptoirs, il y a les gens qui facilitent le voyage de... Et il y a une autre gramme, c'est par là que je sors, Jean-Jacques. Les gens qui partent pour travailler au Canada, pour devenir les militaires en Russie, vous savez ce qui se passe? Ils laissent les cartes magnétiques. Ah oui. Donc le salaire continue à passer. Il y a des fraudes bancaires, il y a des fraudes partout qui permettent que leur salaire continue à passer. Pendant ce temps, ils disent qu'ils cherchent les gros salaires en Occident ou en Orient. L'élite doit se réveiller pour conscientiser les générations à venir. Les pouvoirs publics doivent sévir et réinterroger ce comptoir d'esclavagisme perpétuel que vous appelez les agences d'immigration. Voyez-vous? Donc nous sommes dans une situation très difficile et il faut bien, je ne sais pas, j'ai gardé la parole longtemps, il faut bien que les gens se rendent compte que nous faisons trop de mal à notre pays. Trop de mal.
C'est-à-dire, nous les prévaricateurs, nous gardons l'argent en Occident. C'est un problème. Voilà. Nous, fonctionnaires, on a des achats énormes en Occident. C'est un problème. Mais voilà les vrais problèmes. Et on a l'impression que, vous avez l'impression que ces enfants qui voyagent, il y a la dimension de curiosité individuelle, il y a la dimension de ce que j'ai fait au pays. Et cette famine, c'est que la grande tribu des pauvres vous parle. D'accord. Merci. Bonsoir. JZ, pour moi, je crois que c'est les fonctionnaires qui créent tous ces problèmes d'information. Ils ne donnent pas. Tu ouvres une petite structure, tu as 10 ministères devant toi. On va faire donc comment j'écris depuis Bolova, et que même quand on s'est battu sur place pour créer une petite structure, vous avez 10 ministères, chacun demande quelque chose. On fait donc comment dans ces conditions-là. Bonsoir Jean-Jacques. Monsieur Badiek, tiens les informations. Est-ce que ce n'est pas une publicité anti-russe en Afrique? Dans tous les cas, on est en train de traiter un problème. Vous êtes dans une autre dimension. Les gens qui ont perdu leurs enfants ne veulent pas savoir si c'est publicité ou pas publicité. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, c'est pour cela que certains se taisent. Parce qu'on leur dira, qu'est-ce que vous ne mettez pas en danger les relations diplomatiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Bonsoir, vraiment, j'apprécie votre courage de gratter cet abcès qui démange, et avec un peu de persévérance, vous allez le percer. Je voudrais vous donner une piste, et vous saurez que cette histoire est profonde et noire, un peu différente de l'histoire du Oué que les mamans ont dénoncé. Jean-Jacques demandait à notre compatriote qui vient de nous faire suivre son voice de vous donner même en offre le facilitateur de l'axe Yaoundé-Moscou. Le reste, vous nous direz Inch'Allah. C'est par là que l'enquête va commencer. Je suis Abdoulaye Onana. Justement, ceux qui sont censés faire des enquêtes doivent nous demander le numéro de ce facilitateur qui a fait le voice pour monter la filière. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Un bonsoir spécial à mon président national, son excellence Jean-Blaise Gouette du MPCC. Je suis ravi de participer à ce débat en direct à la télévision sur les péripéties des Camerounais à l'extérieur. Il est clair que cette question est au cœur des préoccupations de nombreux Camerounais qui vivent loin de leur pays. Pour ma part, je pense que nous devons nous unir pour trouver des solutions à ces problèmes. Les Camerounais à l'extérieur doivent être soutenus et accompagnés pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le président national du MPCC, son excellence Jean-Blaise Gouette, pour son engagement en faveur de la jeunesse et du développement du Cameroun. Il est un exemple d'honnêteté, d'intégrité, et nous avons besoin de personnes comme lui pour bâtir un Cameroun meilleur. Je vous remercie. Futur maire de Yaoundé 4e et Somba Etienne, vous l'avez déjà investi, alors je vois son statut, il y a votre photo, vous êtes ensemble, donc on comprend. Salut, bonne émission. On ne force personne, c'est toi-même qui vois par rapport à la souffrance laissée dans ta famille. C'est signé Frotambo. Oui, personne n'est obligé de partir. On est d'accord là-dessus. Rester et rester comment? Là aussi, c'est la question. Monsieur Zé, merci d'ouvrir les yeux des Camerounais sur cette affaire de cunette qui a fait des ravages dans ma famille. Merci également à vous de vous rapprocher des autorités compétentes, notamment nos amis d'Interpol qui suivent de près cette affaire. Bonsoir à vous. Vous écrivez plusieurs fois le même message, ainsi qu'à votre panel, particulièrement à Jean de Dieu ici. Moi, je remarque en observant cette liste que les noms qui y sont appartiennent à 95% à une même partie du Cameroun. Comment expliquer cela, Joe de Bankomo? Vous savez, cette affaire de noms et des régions là, c'est un peu compliqué. Si on disait, vous avez dit que c'est le sud, non? Et pourtant. D'accord. Bonsoir à tous. La véritable question est de savoir ce que les gouvernants font pour éviter cette expatriation en masse. Le Cameroun est un mouroir que vaut un enseignant dans notre pays, un médecin, et j'en passe. C'est une auditrice qui n'a pas signé son message. Bonsoir au panel. Docteur Badiek ne dit pas tout. Comment peut-il dire que la Russie a perdu 1 million de militaires? Vraiment, là n'est pas notre question. Jean PJP de Yaoundé, si vous avez un autre chiffre
Donnez-nous donc le bon chiffre et on avance. S'il vous plaît, parfait, Ongene a raison. Les jeunes qui partent sont dupés. Ils ne donnent pas confiance à leur pays. Il ne faut pas confiance à leur pays. Parfait, Ongene, un exemple de la jeunesse camerounaise avec son beau costume. Nous souhaitons qu'il soit nommé vice-président de la République. C'est le meilleur conseiller régional et président de section Pythagore depuis Essos Yaoundé. Vraiment, Pythagore. Il nous permet d'entrer dans le sujet, le vif du sujet. On prend une petite respiration et puis on parle justement de cette modification de la Constitution et les soupçons de gré à gré.